Salut Internet! Quoi de mieux pour célébrer la fin d'année que de raconter des histoires étranges et visiter des lieux hantés? Je vous avais demandé de m'en partager dans une précédente vidéo, je vous ai écouté, j'ai noté toutes vos propositions, j'ai fait des recherches de mon côté, et voilà, on s'apprête à partir pour un Tour de France exceptionnel. Des mois de préparation, des jours de tournage, autant vous dire que je vous ai trouvé de tout. Vraiment de tout. Des endroits maudits, des histoires paranormales, des visites d'extraterrestres, des petites hantises par-ci par-là, mais surtout, beaucoup d'étranges. Et attention, qui dit fantôme, dit vidéo sponsorisée par nul autre que CyberGhost VPN. Ah, on fait les choses bien ici. Je vous en reparle juste après, on commence tout de suite. Notre voyage commence logiquement par le numéro 1, l'Ain. Plus précisément au fort L'Écluse, qui se trouve à une trentaine de kilomètres de Genève. C'est un ancien fort qui serait hanté par plusieurs entités, dont un soldat de l'époque napoléonienne. Et c'est pas vraiment surprenant, parce que le fort a accueilli plusieurs garnisons militaires tout au long du 19e et 20e siècle. Son histoire a été notamment marquée par la prise de Fort L'Écluse, une bataille durant laquelle l'armée française a réussi à prendre le fort à l'armée autrichienne. Logique donc que l'esprit d'un soldat de Napoléon traîne dans le coin. Cette maison se trouvait rue Picardie, dans la commune de Grugy, dans l'Aisne. Dans les années 70, elle a suscité l'angoisse chez certains habitants. Quand tu passais devant, une vieille dame était toujours assise sur son perron, un bâton à la main. Les gens ont fini par dire que c'était une sorcière. Et la rumeur a continué après son décès, puisqu'elle serait revenue hanter sa propre maison. Aux dernières nouvelles, elle a été démolie en 2020. C'est l'Allier qui nous offre le premier château de notre sélection. Et quel château! Il s'agit de celui de Vos. À 2 heures de route de Lyon, vous pouvez vous rendre dans un lieu réputé pour être l'un des plus hantés de France. Son histoire est liée à la légende du fantôme de Lucie. C'était une jeune domestique de 18 ans qui était courtisée par le baron Guy de Daillon. Sa femme, jalouse, on la comprend, a enfermé Lucie dans une tour du château jusqu'à ce qu'elle meure de faim. Et depuis, son spectre entrait la propriété. Dans les années 80, une équipe de France Inter s'était même rendue sur place et disait avoir vécu une expérience bouleversante. Ils auraient observé une forme lumineuse pendant plus de 20 minutes et auraient réussi à obtenir un enregistrement audio et prendre une photo. Tout le monde sur place a été choqué par l'expérience. Ça a fait énormément parler à l'époque. Suite à ça, d'autres journalistes se sont rendus au château de Vos pour tenter en vain de rencontrer le fantôme de... Mais c'est pas du tout le fantôme de Lucie, ça! Ah ouais, non, c'est le fantôme de CyberGhost VPN, notre partenaire du jour! C'est une référence incontournable des VPN. Des années que tous les créateurs de contenu sur YouTube en parlent. Concrètement, juste avant de vous lancer dans vos recherches internet, vous activez CyberGhost VPN et hop! Le logiciel masque votre adresse IP, chiffre vos données personnelles et redirige tout votre trafic sur des serveurs sécurisés. Et voilà, tous ceux qui, en temps normal, seraient capables d'observer ce que vous faites en ligne, bah là ils sont neutralisés, ça dégage. Votre vie privée reste privée, ça c'est super important. En plus, c'est très facile à utiliser, en quelques clics vous êtes protégé. Un abonnement sécurise jusqu'à 7 appareils et surtout, c'est dispo partout. Windows, Apple, Android et même votre Smart TV. Vous pouvez même partager votre abonnement avec votre famille et vos amis. Et le truc tout aussi cool et très pratique, c'est que CyberGhost VPN vous permet aussi de changer votre localisation. Vous avez juste à modifier votre position en ligne, ça prend 3 clics, vous choisissez un pays parmi les 100 disponibles que CyberGhost VPN vous propose et vous débloquez n'importe quel contenu géorestreint en France. Vous pouvez par exemple accéder à plus de 35 services de streaming comme Netflix, Hulu et plein d'autres. Et vous débloquez en moyenne jusqu'à 50% de contenu supplémentaire. Pour tous les globetrotters présents sur cette chaîne, sachez que ça peut être très utile pour vous permettre d'accéder à des prix réduits pour tout ce qui concerne les réservations de vols et d'hôtels. Parce que selon le pays d'où vous vous connectez, les prix sur certains sites de réservation peuvent varier considérablement. Je crois que c'est donc le bon moment pour donner sa chance à CyberGhost VPN et vous risquez rien à au moins l'essayer parce que c'est satisfait ou remboursé sous 45 jours. Ça vous laisse le temps de le tester, de l'adopter et de rejoindre les 38 millions d'utilisateurs. Bon, et si ça peut finir de vous convaincre, CyberGhost VPN a une excellente note sur Trustpilot. C'est donc très fiable, mais si jamais vous avez la moindre question, le service client est dispo 24/24, 7 jours sur 7. Il y a juste à cliquer directement sur le lien en description, vous avez une super promo, 83% de réduction, 4 mois gratuits, pour que la protection de votre vie numérique soit assurée. Merci à CyberGhost VPN de nous aider à produire ce genre de contenu.
La citadelle de Cystéron surplombe la ville du même nom dans les Alpes de Haute-Provence et cache bien des mystères. J'ai retrouvé un journal datant de 1933 dans lequel un homme témoigne être allé dans la citadelle et avoir entendu des cris confirmés par le gardien du lieu. Alors, à ceux qui connaissent la région, est-ce que 90 ans plus tard, vous avez vu ou entendu parler de phénomènes étranges dans ce bastion tellement chargé d'histoire ? La route du col de Lautaret serait hantée par une dame blanche. On raconte qu'elle protégerait des dangers de la route les automobilistes qui la prennent en stop. En revanche, pour ceux qui décident de l'ignorer, puisse le sort vous être favorable. Les Alpes-Maritimes cachent un endroit maudit par une reine. Rocca Sparviera est un hameau perché dans le haut pays niçois où il reste plus grand chose. Au XIVe siècle, Jeanne Ier de Naples est accusée d'avoir comploté pour tuer son époux. Selon la légende, elle a donc fui et s'est cachée dans la région avec ses enfants. La nuit de Noël, malheur, ces derniers ont disparu et ont été retrouvés morts. Jeanne, on la comprend un petit peu, était furieuse et a maudit les gens et les lieux aux alentours. À la suite de ça, le hameau aurait subi une série de calamités qui ont contraint les habitants à progressivement abandonner le lieu. Merci à vous deux là que j'affiche pour la recommandation, l'histoire était très cool à découvrir et ça m'a permis d'allier histoire de fantômes et Noël, c'est donc imperfect. Direction maintenant une forteresse gothique en Ardèche. Il s'agit du château de Boulogne. Selon la légende, une ancienne châtelaine hante les lieux les soirs de pleine lune. Elle était amoureuse d'un paysan, son père était contre cet amour, il a condamné le paysan à mort et la fille s'est jetée des remparts du château pour le rejoindre. C'est un classique du paranormal mais qui fait toujours son petit effet. Histoire similaire dans les Ardennes avec le château de Linchamp. Je vous le dis tout de suite, on est en France. Il y a des milliers de châteaux, ils vont être un thème récurrent dans la vidéo, même si vous inquiétez pas, je vous ai trouvé d'autres pépites sympas. Bon, dans le cas du château de Linchamp, il en reste pas grand chose. Mais le site serait hanté par une jeune femme qui file toute la nuit. Du verbe filer, hein. Filer de la laine, du tissu, du verre à soie, j'ai pas les termes techniques, d'accord? Mais quand elle a fini son bonnet ou sa paire de chaussettes, il lui arrive aussi de déplacer les pierres des ruines de son ancien château. Fileuse et maçonne, c'est un CV bien rempli. C'est un fait divers assez étrange qui s'est déroulé dans une commune de l'Ariège en 2019. Le personnel d'une maison de retraite a rapporté qu'une ombre en blouse blanche se promenait dans l'établissement. Un résident l'aurait même vu assis au pied de son lit. Miracle, l'établissement a des caméras de surveillance, mais elles n'ont pas pu aider à élucider le mystère. Elles étaient en panne à ce moment-là. C'est quand même ballot. Alors, intrus ou esprit? À vous de vous faire votre avis. Perso, faudra juste qu'on m'explique comment une ombre peut porter une blouse. Je n'aurais jamais imaginé prononcer cette suite de mots un jour dans ma vie. Le trou de Chirac aurait été habité, visité, possédé, hanté quoi, il y a fort longtemps. Je me dis, c'est tout de même un peu curieux. Ça surprend, je sais, mais promis, rien de bizarre ici. Le trou de Chirac est un lieu-dit de la commune de Montgueux, qui se situe aux alentours de Troyes. Et accrochez-vous, c'est technique. Avant, il y avait un château habité par un baron. Sa fille, un jour, s'est enfuie avec un comte. L'année suivante, l'évêque de Troyes est appelé au château pour effectuer un exorcisme d'urgence, parce que l'endroit était vraisemblablement hanté. Le lendemain, un dragon est apparu et s'est craché dans le trou de Chirac. C'est le bordel, on est d'accord, dans le trou de Chirac, mais rien que pour le nom, je devais parler de cet endroit dans cette vidéo. L'Aude nous rappelle qu'il y a 12 ans, nous étions tous censés disparaître de la planète. Mais oui, rappelez-vous, le calendrier Maya était sans appel. Allô ? Les astres étaient... Sylvain Durif avait enfilé sa couronne de Christ cosmique. L'apocalypse allait avoir lieu le 21 décembre 2012. Mais il y avait un espoir, se réfugier sur le pêche de Bugarache. Finalement, il s'est pas passé grand-chose puisqu'on est toujours là, mais le lieu serait aussi un repère d'OVNI. Donc il y a encore une raison de s'y rendre. Dans les années 30, le lieu-dit Frécinus, près du village de Trémouille, en Aveyron, a subi des phénomènes très inquiétants, tels que des pluies de cailloux, des apparitions de boules de feu le long des fils électriques, il y avait la présence d'un chien noir qui apparaissait et disparaissait, ou celle d'une femme effrayante qui avait le pouvoir d'ensorceler les gens. Belle ambiance à Frécinus. Je vous emmène maintenant dans les Bouches-du-Rhône, sur la place des Prêcheurs à Aix-en-Provence. On pourrait se dire qu'on ne craint rien, il fait beau, c'est au cœur de la ville, petit pastis, on déambule sur les pavés sur lesquels ont eu lieu beaucoup d'exécutions publiques. Et donc beaucoup d'esprits qui entraient l'endroit, un véritable enfer pour les médiums apparemment.
Pour le Calvados, je remercie ces deux abonnés qui avaient proposé le château des Noyers et le château Gannes. Mais pour pas vous saouler de châteaux, parce qu'il y en a déjà eu et il y en a encore beaucoup qui arrivent, j'ai envie de vous parler de ce pont qui se trouve à la sortie de la commune de Clécy. Enfin, plus précisément, de l'époque où, ici, il n'y avait pas de pont. Il y avait juste un passeur qui permettait de faire la traversée. Et ce bon passeur aurait rencontré à plusieurs reprises une dame blanche sur les rives de l'Orne. Le petit twist de l'histoire en plus, c'est que la dame blanche était en réalité un loup-garou. Ah, une dame blanche loup-garou, on me l'avait encore jamais faite. À Aurillac, dans le Cantal, on peut dire, d'une certaine manière, que c'est toute la commune qui est habitée par des esprits. Selon une légende, le jour de la Toussaint, à minuit, les spectres des personnes qui vont mourir dans l'année traversent la ville de l'abbaye d'Aurillac jusqu'au cimetière. On raconte qu'un garçon aurait même perdu la vie en voyant son propre fantôme. Attention, si vous vous rendez dans la forêt de la Braconne, sachez qu'il y a pas mal d'histoires étranges autour de ce lieu, notamment celle d'une jeune fille qui a été piégée par le diable alors qu'il était déguisé en chevalier. Je vous trouve bien observateur, on a en effet changé de décor. Pour la Charente-Maritime, on est de La Rochelle, autant venir directement sur place et vous présenter en direct un lieu hanté incroyable, magnifique. L'histoire est folle, la maison Henri II. Enfin, quand je dis maison, c'est un grand mot, parce que cet édifice, comme vous le voyez, il est très particulier, il a une architecture incroyable, il est tout petit, il est hyper fin. Le mur là que vous voyez, c'est bien le mur du fond. Il date du XVIe siècle, mais c'est pas exactement pour lui qu'on est là. On est là pour le bâtiment juste à côté. Celui-là, il date pas de la même époque. Il est bien plus récent et c'est une résidence d'artistes. Depuis très longtemps, c'est une résidence d'artistes et pas mal de ces artistes ont rapporté des choses paranormales, des bruits, des fantômes. Et ça date pas d'hier. Depuis la fin du 19e, il y a des histoires comme ça et certains affirment même avoir vu des spectres royaux. S'il y a des Rochelais parmi vous, vous connaissiez la maison Henri II ? Le Cher abrite la commune de Rezé, qui se revendique comme étant la capitale de la sorcellerie. À cause de ça, dans les années 60, elle était même considérée comme la commune la plus superstitieuse de France. C'est une information qui est énormément revenue au cours de mes recherches, et ça serait à cause de la légende selon laquelle le Berry est une terre où il y avait beaucoup de sorciers et de sorcières. Ces petits dolmens corésiens ont été érigés en l'honneur d'une histoire assez étrange. Un jour d'été, 4 jeunes filles se sont arrêtées à cet endroit pour danser. Un homme est alors apparu, a voulu les rejoindre, mais elles ont refusé. Et d'un coup, elles se sont retrouvées ensorcelées et incapables d'arrêter leur danse. L'enchantement n'a pris fin qu'à la nuit tombée. C'est à cause de cette légende que l'endroit est surnommé la Plaine des Filles. Nous sommes face au petit lac de Créneau, en Corse du Sud. Selon la légende, c'est le diable qui a créé le lac. À l'aide d'un gros marteau, il a frappé le sol et le lac est apparu. Puisqu'on n'est pas loin, on passe la frontière pour aller en Haute-Corse et on se retrouve cette fois-ci sur la route territoriale 10, direction la Moïta. Et juste ici, sur la gauche, là, cette maison que vous voyez, eh ben, elle est réputée dans la région comme étant hantée. Il y aurait eu plusieurs tentatives pour la rénover, elles auraient toutes échoué. Alors forcément, on suspecte une origine paranormale. On s'enfonce maintenant dans une petite forêt de Côte d'Or. Là, juste au bord de la route, se trouve une porte sans absolument rien autour. Pas de mur, pas de ruines, juste une porte. Rien de surnaturel à ça, c'est probablement une idée de l'ancien proprio des lieux au 19e siècle pour décorer l'entrée du domaine. Jusque-là, pas de souci. Sauf qu'au cours du temps, la porte s'est recouverte d'un voile de mystère. Dame blanche, fantôme, secte et même diable. Diable qui serait visible sur cette figure-là, c'est lui. La légende veut que celui qui traverse cette porte sera damné sur des générations. Dans la commune de Paimpol, dans les Côtes-d'Armor, se cache un fantôme. Il traîne dans cette zone-là, entre l'abbaye de Beauport et le moulin de Poulafrette. Il s'agit du spectre d'un meunier qui, selon la légende, était parti à la recherche d'un trésor enterré dans le coin, il l'a trouvé avec un copain, mais bon bref, allez voir, c'est hyper intéressant. Quoi qu'il en soit, il serait visible à Noël, vers minuit. Comme d'hab, hein, les fantômes ça sort jamais à 14h30 visiblement, c'est toujours à minuit. Pour la Creuse, j'ai dû creuser longtemps.
avant d'apprendre que le département regorge d'apparitions d'ovnis. Entre autres donc, les martiens volants de la Celle-sous-Gouzon en 1906, le cigare volant de Moutier-Roseille en 1954, ou encore l'extraterrestre au rayon bleu clair la même année, à Aléra. Faut bien attirer d'autres types de touristes dans la Creuse, visiblement. Bon, là, on est en Dordogne, et qui dit Dordogne dit forcément beaucoup de châteaux. Et niveau histoire étrange, on est servi, notamment avec le célèbre château de Comarque. Il est très connu pour son histoire d'amant maudit, un peu à la Roméo et Juliette, et il serait entre autres hanté par un cheval. Le cheval du courtisan, quoi, qui voulait la princesse. Depuis que son maître a été tué par le beau-père de l'amante du maître, ah d'accord, le cheval le chercherait inlassablement dans les ruines du château. Sous le lac de Saint-Point, dans le Doubs, se trouve un village fantôme, un village maudit, Dame-Vautier. Enfin, c'est ce que laisse entendre une légende du coin. Je suis pas certain qu'il y ait vraiment un village là-dessous. La légende raconte qu'une femme pauvre et son enfant, qui cherchaient refuge pour la nuit, se sont fait claquer la porte au nez par tout le village. Personne voulait les accueillir. Il y a que l'ermite du coin qui les accueille. Point. Je lis pas la ponctuation de mon prompteur, hein. Il s'appelle Point, le gars. Le lendemain, histoire de punir tous ces égoïstes, plus de village, mais un lac, le lac de Saint-Point. Depuis, on entendrait le son des cloches monter des eaux, à la Toussaint notamment. Romans-sur-Isère est une commune de la Drôme, près de Valence, et cet article est sans appel. Le quartier le plus hanté de la ville est celui de Saint-Just. Selon la légende, une fontaine hantée se trouverait dans les souterrains du quartier. À l'époque, il fallait descendre des marches pour atteindre la source, et on y entendrait des hurlements, des gémissements, et le diable lui-même y vivrait. Voilà, si vous cherchiez le domicile du diable, c'est près d'une petite fontaine sous Romans-sur-Isère en France. Pour l'heure, Emmanuel nous propose l'abbaye de Mortemer à Lisor. Apparemment, le spot hanté le plus connu du département. Avec un tel nom, une telle réputation, ça promettait, et j'ai pas été déçu. Les fantômes de moines fusillés pendant la Révolution française qui sirotent du vin au goût de sang. Une garache, c'est-à-dire un loup-garou version femme. Une chambre rose hantée. La classique Dame Blanche. Vous avez le choix, il y a tellement de choses. En Eure-et-Loir circule la légende du fantôme de l'homme blanc, un esprit à toche blanche qui garderait un trésor dans les souterrains de la Robertière. La Robertière, c'est un château dont il reste que les fondations. Il y a quelques photos qui traînent sur internet, j'ai voulu aller voir sur Google Maps à quoi ça ressemblait, mais au cœur d'une forêt, c'est pas simple d'y voir quelque chose. Pour vous situer, si on dézoome, on n'est pas loin de Dreux. Le phare de Thévenec, situé au large de la Pointe du Vent dans le Finistère, est réputé comme l'un des endroits les plus hantés de France. Et pour cause, la majorité des gardiens qui y ont résidé sont morts brutalement ou ont sombré dans la folie. Après, les types ont manqué de flair, parce qu'avant même la construction, l'îlot était considéré comme hanté par des naufragés. Sans oublier que pendant la construction, les ouvriers entendaient des voix leur dire de se barrer. Pourquoi vous avez construit un truc là-dessus, les gars, à un moment ? Bon, le Gard, il paraît que vous êtes le seul département en France à ne posséder aucun lieu hanté. La presse en parle, les forums de paranormal aussi. Vous m'avez pas rendu la tâche facile, mais j'ai trouvé un post Facebook. Ce post Facebook nous fait remonter jusqu'au XIVe siècle. Apparemment, dans la ville d'Alès, un homme est mort, puis est revenu hanter sa maison. Il a été interrogé à l'époque par le prieur pendant 2 jours avant de disparaître, définitivement. Et depuis, y a pas de lieu hanté dans le Gard. Lui, c'est Pierre-Paul Riquet, un entrepreneur français du XVIIe siècle à qui l'on doit notamment la réalisation du canal du Midi. Et ça, c'est le château de Bonrepos-Riquet, qui se situe place Paul Riquet, dans la commune de Bonrepos-Riquet. Si vous aviez un doute, il appartenait à Pierre-Paul Riquet. Et il renfermerait surtout le fantôme de l'arrière-petite-fille de Pierre-Paul Riquet. Au XIVe siècle, l'église de Bassou, dans le Gers, a été le lieu d'un crime horrible. Un moine a volontairement ôté la vie à un autre moine. Mais on est où là ? Des décennies plus tard, le fantôme du religieux serait revenu et depuis, il aurait été aperçu par pas moins d'une 20aine de personnes. À l'embouchure de l'estuaire de la Gironde se trouve le célèbre phare de Cordouan. Je vous le disais dans le 77 consacré à la France, il est en activité depuis 1611 et on doit sa conception à l'ingénieur Louis de Foix, dont le fantôme se baladerait tranquillement là-bas.
Pour l'héros, j'ai trouvé l'histoire d'une maison maudite et j'avais 3 indices pour la retrouver. Elle se trouve dans la commune de Gignac, à 2 minutes à pied de l'Intermarché, et j'avais 7 photos. Je sais, c'est peu, mais n'oubliez pas que vous avez affaire à Inspecteur Seven. J'ai pris un point au hasard sur Google Street View, et je vous jure que c'est vrai, je suis directement tombé dessus. Non mais j'en sais rien, c'est les esprits de la maison qui m'ont invoqué. Bon, quoi qu'il en soit, cette maison est connue dans le coin. Au 19e siècle, un père y aurait assassiné toute sa famille avant de mettre fin à ses jours. Et dans les années 70, 2 gars auraient été attaqués par des forces invisibles alors que la maison était abandonnée. En Ille-et-Vilaine, juste à côté du lac Tranquille, se trouve l'ancienne demeure de Chateaubriand, le château de Combourg, dans lequel il a passé une partie de son enfance. 2 fantômes super insolites hantent les lieux, un chat noir et une jambe de bois. Pour le premier, c'est celui d'un chat dont les restes ont été retrouvés dans un mur d'une des tours du château. C'était courant au Moyen-Âge d'emmurer des chats noirs afin de conjurer le mauvais sort. Pour le second, par contre, la jambe de bois, ça c'est déjà moins courant. Elle aurait appartenu à un comte qui avait perdu son membre lors de la bataille de Malplaquet en 1709. Vous pouvez donc croiser l'un et l'autre se promener ensemble parfois. La Brenne est une région qui se trouve dans l'Indre, et c'est pas compliqué, chaque point d'eau que vous trouvez là-bas est habité par des êtres surnaturels. Et aucun ne vous veut du bien, donc attention à vous. Surtout que la Brenne possède plus de 5300 plans d'eau. L'endroit est surnommé le pays aux 1000 étangs. Voilà, le danger est partout finalement. Le diable s'est déjà invité à plusieurs reprises dans notre Tour de France, et c'est le cas aussi en Indre-et-Loire, avec cette fois-ci la maison du diable. Il commence à avoir beaucoup d'adresses, le frérot là. Une maison qui se trouvait à Yzeure-sur-Creuse, au sud du département, était connue pour ses bruits de pas sur le plancher, ses coups de poing dans les cloisons, mais surtout pour l'esprit que voyait Renée, la petite fille de la famille. Elle voyait des fantômes. Très vite, on a considéré que c'était un canular, mais non, la famille a affirmé que Renée était une espèce de médium sans le vouloir. Et beaucoup de personnes ont témoigné de phénomènes paranormaux qui entouraient la famille. Donc encore maintenant, l'histoire est très floue. Regardez, on est dans le massif du Vercors, au sud de l'Isère, et pile en face de nous, là, juste ici, c'est le mont Aiguille. Son sommet, hop là, on est au sommet, aurait été habité par des fées et des génies qui n'hésitaient pas à ensorceler les voyageurs perdus et auraient caché des trésors un peu partout. Tiens donc, je comprends maintenant pourquoi ces randonneurs sont montés jusqu'ici. Le Jura. On est sur le cas d'un village entier hanté. Il s'agit de Roland. C'est une commune qui est située à l'extrême ouest du département, et ça rigole pas parce qu'elle ferait partie des lieux les plus hantés de France. La rumeur dit même qu'il y a plus de fantômes que d'habitants. Il y en a 345 des habitants. Ça vous laisse imaginer l'intensité de l'activité paranormale là-bas. Il paraît donc que des dames vertes se promènent autour de l'étang de la Folie, qu'un bouc noir traîne du côté de l'étang de la Gabrie, et qu'un cheval sans tête entrait le bois de la commune. Dans les Landes, le village d'Astingues vit dans la menace permanente d'un escargot géant. Le Carcol, c'est son nom, vivrait dans une grotte sous la commune. La commune, elle est sur une espèce de petite colline, et sa petite particularité est de posséder d'énormes tentacules qui vous attrapent pour vous digérer au calme. C'est sympa les Landes, hein. En plus, ça lui arrive de sortir de sa caverne la nuit pour étancher sa soif. Donc ouais, vraiment faites attention à vous, s'il vous plaît. Sous le château de Blois, dans le Loir-et-Cher, se cachent des souterrains qui ont notamment été utilisés comme abris anti-bombardement durant la Seconde Guerre mondiale. Mais si on s'y balade, on peut y croiser le fantôme de Thibaut de Champagne, comte de Blois. Sauf que vu qu'il y en a eu plusieurs, des Thibaut de Champagne, comte de Blois, eh ben on sait pas lequel c'est. Donc n'hésitez pas à poser la question au fantôme si vous le voyez. Excuse-moi, tu es Thibaut Ier ou Thibaut II de Champagne? On n'est pas vraiment sûr. La Loire nous offre notre premier pont du diable. On le trouve à Saint-Marcellin en forêt. En fait, des ponts du diable, il y en a partout en France, hein. Et à chaque fois, l'histoire est assez similaire. Soit le pont est construit directement par le diable, soit par des hommes mais qui ont fait un pacte avec le diable. Sauf que dans le cas du pont de Saint-Marcellin en forêt, c'est un saint qui l'a construit. Saint Guillaume. Pont qu'un démon s'amusait à détruire chaque nuit. Pour se venger, Guillaume a jeté le démon à la flotte. Le diable nous a suivis jusqu'en Haute-Loire. À 40 minutes en voiture du Puy-en-Velay, perdu dans la forêt, se cache le moulin de Perbé. En vue satellite, on voit plus grand-chose, hein, c'est des ruines au milieu de la forêt. Mais en 1902, cet endroit a attiré beaucoup de curieux. Il était surnommé le moulin du diable, et on pouvait y voir, entre autres, des objets volés, les petites filles de la famille se faire bousculer, se faire tirer par des forces invisibles. Regardez, ça a amené du monde quand même à l'époque. Si je vous dis
que pour la Loire-Atlantique, j'ai aussi trouvé une histoire de moulin du diable. Non mais c'est complètement fou. Cette fois-ci, il s'agit du moulin de Crémer, qui est situé à Guérande. En plus, son histoire ressemble vachement à celle des ponts. Un meunier trop pauvre souhaitait quand même construire un moulin. Le diable est apparu, il lui a proposé de le faire en une nuit, le frérot. Et au moment de poser la dernière pierre, le meunier a mis une statue de la Vierge. Un génie, le diable est parti en fumée. Il a eu son moulin gratos. Si vous cherchez des fées, des sorcières, des dames maléfiques ou au contraire des dames bénéfiques, le Loiret est fait pour vous. Il y a tellement d'endroits où se rendre que c'est difficile de choisir. Pour être efficace et en rencontrer un maximum, je vous conseille donc la forêt d'Orléans. Ça grouille de vie paranormale là-bas. Dans le Lot, une légende circule et beaucoup d'habitants de Figeac la connaissent bien. Il s'agit de la maison qui parle. Ça se voit, elle date pas d'hier cette maison. Et à l'époque, des hommes y auraient comploté l'attaque d'une diligence. Sauf que quelqu'un ou quelque chose les a dénoncés et ils ont été arrêtés. Une seule explication possible pour eux, c'est la maison qui a cafeté. Depuis, cet ancien relais à diligence est réputé comme étant hanté. En 1984, une partie de l'autoroute A62 vers le péage d'Aguillon, on se trouve dans le Lot-et-Garonne, a fait pas mal parler d'elle car elle était réputée hantée par le fantôme d'un motard. Et il était vraisemblablement très dangereux parce qu'il provoquait des accidents graves. La Lozère, c'est un cas particulier dans cette vidéo parce que j'ai trouvé une maison hantée, jusque-là tout va bien, mais dont le mystère a été résolu. Non, vous allez voir, c'est fou, je comprends toujours pas trop scientifiquement comment ça fonctionne. Ça s'est passé dans le hameau de La Roche en 2013. Pendant plus d'une semaine, une maison a connu des manifestations surnaturelles. Et vraiment des clichés, Le chat est mort, les ampoules ont tout éclaté d'un coup, des meubles sont tombés, le frigo s'est retrouvé la tête en bas, des oiseaux sont morts simultanément. Et franchement, moi, à la place des habitants, j'aurais flippé aussi. Ils ont appelé des autorités, les gendarmes sont venus constater par eux-mêmes qu'il y avait des trucs pas normaux. Bon, finalement, un spécialiste des phénomènes électromagnétiques a montré qu'il y avait sous la maison une faille tellurique. Donc une espèce de fracture dans la croûte terrestre. Bon, en général, c'est pas bien grave, c'est de l'activité tectonique, mais visiblement, très rarement, ça peut provoquer d'un coup un puissant champ électrique. Dans la maison, les interrupteurs avaient une résistance électrique 10 à 12 fois supérieure à la normale. Tu m'étonnes qu'un frigo puisse valdinguer s'il se trouve devant une prise à ce moment-là. Vous avez été assez inspiré pour le Maine-et-Loire parce que j'ai eu pas mal de commentaires, dont des coordonnées GPS. Alors évidemment, je suis allé voir. Eh ben super, merci beaucoup. Je sais pas si on vient tous d'être maudits, mais ça fait flipper. En plus, d'après le commentaire, personne ne sait pourquoi c'est là. Cette étrangeté se trouve à 35 km du château de Brissac, qui serait lui hanté par le fantôme de Charlotte de Valois, surnommée la Dame Verte. Il y a beaucoup de dames blanches et de dames vertes en France. Le Mont-Saint-Michel, quoi, pour la Manche. C'est le premier lieu qui m'est venu en tête. Il est connu pour évidemment plein de choses. Il est magnifique, unique au monde, un lieu à visiter une fois dans sa vie, mais il serait hanté. Et par plein de trucs. Outre des moines spectraux, des ombres qui déambuleraient ici et là, il y a surtout le fantôme du capitaine Louis d'Estouteville, commandant de la garnison du Mont-Saint-Michel au XVe siècle, qui monte la garde sur place. Direction maintenant les rives de Cubry, à Épernay, dans la Marne. La légende de la Belle du Cubry raconte qu'au XIIIe siècle, les bords de la rivière ont servi de lieu de rendez-vous secret à deux jeunes amants. Sauf qu'ils se sont fait surprendre par une vieille qui voulait dénoncer la fille. Et là, il y a différentes versions de l'histoire, mais dans tous les cas, la fin est la même. La jeune fille finit toujours par tomber dans l'eau et mourir. Depuis, son ombre blanche apparaît toutes les nuits à 3h du matin. Et ça change de minuit. On peut la remercier pour ça. Une nouvelle adresse potentielle pour le diable, Chalindré en Haute-Marne. Chaque année, le frérot se rendrait sur le mont Cognelot pour faire le sabbat. Rien à voir avec la religion chrétienne ou juive. Moi, je vous parle du sabbat de la réunion nocturne démoniaque. Et aujourd'hui, les habitants respectent la tradition en organisant chaque année la fête des sorcières, pendant laquelle ils n'oublient pas de se griller une petite merguez au passage. C'est épicurien une sorcière, que voulez-vous? Je pensais que la Dame Verte était une exclue du Maine-et-Loire, j'en ai trouvé d'autres, et notamment une au château du Rocher à Mésanger en Mayenne. Si vous vous demandez d'ailleurs s'il y a une différence avec une Dame Blanche, non. Souvent c'est une Dame Blanche qui vit en forêt, mais en général c'est le même tralala habituel. Mais alors pourquoi Dame Verte là dans ce cas précis? Au XVIIe siècle, quand Éléonore de Bouillé, la fameuse Dame Verte, a été retrouvée noyée dans l'étang du château après une affaire d'adultère, elle portait une écharpe verte. C'est pas plus compliqué que ça.
Pour la Meurthe-et-Moselle, c'est Amélie qui nous a proposé le château de Lunéville. Ici, pas de dame blanche, de jambes de bois spectrales, mais une malédiction. Depuis le XVIIIe siècle, le château est victime d'incendies à répétition, la faute à Bébé, de son vrai nom Nicolas Ferry. C'est une personne qui a existé, qui était atteinte de nanisme ou de progéria, on sait pas trop, et qui était très connue à l'époque. Il faisait partie de la cour de Stanislas Ier, roi de Pologne, avec qui il avait un deal, une promesse de mariage. Mariage qui n'a jamais eu lieu, donc Bébé est furieux de cette trahison et a maudit le château dans lequel il a vécu un moment avec Stanislas. J'ai trouvé mieux que le loup-garou, le bouc-garou. Son vrai nom c'est Warabouk ou Homme-bouc, mais c'est moins stylé. Cette créature démoniaque a été dézinguée par une jeune fille ici, dans la basilique d'Aviotte, dans la Meuse. Regardez là comment elle lui marche dessus. Mais prenez garde, si vous vous promenez dans le coin, son repère, dans lequel il menait des assemblées nocturnes satanistes, était dans la forêt de Verneuil-Grand. Et si lui a bien été tué à l'époque, il n'est pas impossible que d'autres êtres maléfiques traînent encore dans le coin. Le commentaire de Ludivine pour le Morbihan a été une source géniale d'histoires incroyables. La légende des habitants de Birvido, par exemple, elle est dingue. Mais j'ai aussi trouvé une crêperie hantée là-bas. C'était trop dur de faire un choix, donc je vais vous parler des deux. Déjà, pour le premier lieu, une île se trouvait ici, au large de Quiberon. Mais aujourd'hui, plus rien. Elle aurait été engloutie avec ses habitants qui hantent désormais les fonds marins. Dans la réalité, c'était une île au Mésolithique qui a été engloutie par la montée des eaux, mais l'histoire est cool. Pour le second endroit, la crêperie se trouve dans la ville d'Étel, dans l'ancienne demeure d'un marin disparu en mer, mais dont le fantôme a réussi à regagner la terre ferme afin d'embêter les nouveaux propriétaires. Pour la Moselle, je reviens sur une affaire paranormale qui a fait beaucoup de bruit en 1985. Le 31 août de cette année-là, on découvre sur un mur du village de Sierre-les-Bains une tache d'humidité unique. Elle semble former un visage, mais d'après les habitants, pas n'importe quel visage, c'est celui du Christ. Perso, je sais pas, Christ, Mbappé ou simple pareidolie, ce qui est incroyable et difficilement explicable, c'est que la tache ne bouge pas. Les Nivernais ont parlé et j'ai écouté. La commune de La Machine a abrité dans les années 70 un esprit frappeur. Il était coincé entre les murs de 2 maisons mitoyennes et ne communiquait qu'avec un enfant, et l'article que j'ai lu fait vraiment froid dans le dos. Il avait pas l'air très effrayant, mais l'enfant semblait vraiment discuter avec, sous la forme de coups dans le mur. Il y a même un enregistrement audio avec les gendarmes présents, je vous mets en description, c'est terrifiant. Esprit, es-tu là? Si t'es là, tape un coup. Esprit, es-tu là? Si t'es là, tape 2 coups. Alors, après les dames blanches, les dames vertes, on continue notre arc-en-ciel de couleurs. Bienvenue à la dame bleue dans notre vidéo. Elle surveille que personne ne trouve le tombeau et le trésor de sa maîtresse à l'ancien emplacement d'une abbaye à Sizouin dans le nord. Un petit château a été construit sur les mêmes terres et sous nos pieds, il y a aussi des histoires de vieux souterrains inondables qui cacheraient le tombeau. Vraiment, ça a l'air incroyable comme lieu. Les Meusiens ont le Warabouk, l'Oise a la Guivre, un serpent, un dragon géant qui se trouve dans la forêt de Compiègne. On lui rend même hommage ici, sur cette carte de la forêt, avec le carrefour du dragon. Et la Guivre est aussi mise à l'honneur lors des fêtes de Jeanne d'Arc qui se déroulent à Compiègne. J'ai trouvé des cartes postales du début du XXe siècle qui la représentent, parce qu'elle fait généralement partie du cortège. Ah, l'Orne. Je suis désolé, j'essaye de trouver la trace de pied de la fée Andenne sur le château de Rannes. Pour l'instant, le Street View ne m'est pas d'une grande aide. Je vous explique, vous allez comprendre. En gros, l'ancien seigneur du château avait demandé en mariage une fée qui accepta à condition qu'il ne prononce jamais le mot mort devant elle. Mais après 7 ans de bonheur, la gaffe. Et la fée s'envole avant de disparaître à jamais, laissant la fameuse trace de son pied sur le château. Et comme elle est un peu nostalgique de ce bonheur perdu, elle réapparaîtrait de temps en temps en murmurant Le Pas-de-Calais a eu une station-service hantée. Elle se trouvait précisément ici, à Cuc. La caisse tombait par terre, la télévision explosait, les appareils électroniques cessaient de fonctionner, les pompes se déréglaient, bref, c'était l'angoisse. Et tout ça s'est déroulé en 2015, mais à ce que je vois sur Google Maps, aujourd'hui elle semblerait définitivement fermée. En tout cas, après avoir vu le fait sur la Lozère, je pense que ça doit être une faille tellurique. Je suis devenu spécialiste géologique, oui, tout à fait.
En fouillant sur le Puy-de-Dôme, on est tombé sur un reportage des années 80 de France 3 sur 7 fermes hantées dans le hameau de Buriane. Au programme, des épingles maudites qui s'accumulent devant des objets religieux quand elles ne déciment pas les troupeaux, de grosses pierres qui apparaissent sur le lit et clou du spectacle, des exorcismes. Nous sommes au-dessus de la plage d'Andaille, dans les Pyrénées-Atlantiques, au bout de la France, parce que là, juste ici en face, c'est l'Espagne. Eh bien, selon la légende, cette plage serait hantée par des fantômes de sorcières, las brujas. Chaque nuit, elles se réunissent ici lors de cérémonies diaboliques, ou pour faire une partie de beach volley nocturne. Ça dépend du mood. 106, c'est le nombre d'incendies qui se sont déclarés entre le 6 et le 25 août 1979 dans 7 maisons de Céron dans les Hautes-Pyrénées. Aucun doute pour les villageois, c'était l'œuvre du diable. Sauf que les 2 propriétaires ont reconnu avoir allumé 54 feux. Ma question c'est, 54 sur 106, qui a allumé les 52 restants? Peu de chance que ça soit le diable, parce qu'il est occupé dans les Pyrénées-Orientales avec ce pont, le pont de Céret. Selon la légende, le diable aurait promis de construire ce pont en échange de l'âme du premier être vivant qui le traverserait. Mais l'architecte, rusé, il envoya un chat noir traverser le pont, piégeant ainsi le démon qui s'enfuit avant d'achever l'ouvrage. Il manque la clé de voûte, c'est une pièce essentielle pour que le pont puisse tenir. Et malgré tout, il tient. Et il tient depuis le 14e siècle. Autre département où le diable se fait un petit peu bolos, le Bas-Rhin. C'est à peu près la même histoire. En échange d'une âme, le diable accepte de construire le pont le plus solide qui soit à côté du château du Haut-Bar. Et quand il finit, les humains, hyper smart comme d'habitude, ils jouent sur les mots et il lui refile un chien. Le diable a le seum et il décide de détruire son ouvrage, sauf que, on se le rappelle, c'est le pont le plus solide et il n'arrive pas à le détruire. Vraiment, le diable, il faut apprendre de ses erreurs à un moment là. Tout à l'heure, nous étions rue des Augustins à La Rochelle. Là, on est aussi rue des Augustins, mais à Colmar cette fois-ci, dans le Haut-Rhin. Ce bâtiment-là, c'est l'ancienne maison d'arrêt. Et si vous vous baladez par ici de nuit, vous pourriez croiser le fantôme de la laitière. Elle est condamnée à revenir sur les lieux de son crime. Horrible. Elle a ajouté de l'eau dans son lait. Il y a des châtiments un peu plus abusés que d'autres. Le palais Saint-Pierre, que les Lyonnais connaissent surtout pour abriter le musée des Beaux-Arts de Lyon, est hanté par Alix Thésieux, une nonne qui a été exclue du palais, qui était à l'époque une abbaye, pour mœurs légères au XVIe siècle. Comprenez ce que vous voulez par ce terme. À sa mort, elle serait revenue hanter le palais. La Haute-Saône a une histoire assez similaire finalement à celle du Puy-de-Dôme, vous allez voir. Dans les années 70, dans le village de Pomois, une ferme a fait beaucoup parler d'elle au point d'attirer les caméras. L'endroit était hanté. Les objets volaient dans tous les sens et les occupants du lieu ont été attaqués physiquement. Le curé a même tenté de bénir la maison, mais là aussi ça s'est mal passé pour lui. Il a accusé les forces occultes d'être à l'œuvre et la propriétaire a carrément pensé au diable lui-même. À la fin du XVIe siècle, l'hôtel particulier au 13 place Saint-Étienne à Mâcon était habité par une sorcière. C'est du moins ce que pensaient les voisins qui lui mettaient sur le dos tous les malheurs du quartier. L'expulsion de la sorcière ne laissa pas place au calme, mais à des phénomènes paranormaux très troublants dans la maison au début du XVIIe siècle, comme des cris, des coups, de la vaisselle qui vole, etc. En plein cœur de la Sarthe, le sanctuaire de Mars-Mulot serait hanté par le fantôme d'une jeune fille chantant d'anciens airs romains. Après un rêve prémonitoire, son père l'avait enfermée dans une tour pour la protéger d'une morsure de serpent qui a quand même eu lieu. C'est plus ou moins la même histoire que je vous avais racontée à propos du Kirghizistan dans le 197 lieu hanté, sauf que c'était une araignée à la place du serpent. En tout cas, merci beaucoup à Le Mans Parcours 72 pour ton commentaire. La maison du diable, située sur cette colline de Tresserve, a eu son lot de légendes. L'une raconte qu'une jeune fille a été enlevée par le diable, une autre qu'un comte qui courtisait toutes les jeunes filles du coin se serait fait berner et tué par l'âme d'une de ses anciennes conquêtes. Et la dernière histoire dit qu'un sorcier a fait construire la maison par le diable qui a fini par le tuer et emporter son âme. Pour une fois que le diable gagne, je vote pour cette dernière légende. Eh, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de château, vous trouvez pas? Eh ben justement, le château de Salneuve est apparemment le seul château hanté de Haute-Savoie. Et il l'est par un cheval. Mais attention, un cheval terrifiant, en armure, enragé, qui frappe le sol avec ses sabots. Limite, s'il n'y a pas du feu qui lui sort des naseaux, hein, vous voyez le genre. Donc, prudence en Haute-Savoie.
Difficile de s'imaginer quand on est face à la chapelle Notre-Dame de Consolation, dans la rue Jean Goujon à Paris, qu'il y a plus d'un siècle s'est déroulé ici même l'un des plus grands drames de l'histoire de Paris, l'incendie du bazar de la Charité qui a fait plus de 120 morts. Aujourd'hui, la chapelle, érigée en hommage aux victimes, serait le théâtre de nombreux phénomènes paranormaux. Alors là, la Seine-Maritime nous régale. Durant l'été 1951, 2 Anglaises sont en vacances près des plages de Dieppe. À 4 h du matin, elles sont réveillées par des bombardements, des coups de feu, des hurlements. Pendant 3 heures, elles vont assister à une bataille fantôme. Mais quand on relie les points, c'est ici même qu'a eu lieu, 10 ans plus tôt, l'opération Jubilee, aussi connue sous le nom de Raid de Dieppe. Le château de Blandy-les-Tours, au sud de la Seine-et-Marne, est hanté par de nombreux personnages. Au choix, vous avez le fantôme d'un chasseur, vous pouvez entendre les cris d'une certaine Marie qui s'est jetée du donjon pour échapper à un seigneur, ou encore, il y aurait des fantômes qui se baladeraient vers minuit à la Toussaint. Mais c'est pas tout. Vous avez aussi une caverne au pied de la grosse tour où sont réunis toutes sortes d'esprits maléfiques. À Versailles, il n'y a pas que Versailles. Il y a aussi le Petit Trianon. En 1901, 2 Anglaises, pas les mêmes que précédemment, je précise c'était 50 ans avant, ont affirmé avoir vécu une expérience paranormale lors de leur visite. Elles auraient non seulement vu plusieurs fantômes, dont celui de Marie-Antoinette en personne, mais aussi, et accrochez-vous bien, elles auraient carrément voyagé dans le temps, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. C'est une histoire qui a beaucoup fait parler outre-Manche à l'époque. La Garette dans les Deux-Sèvres est passée à la télévision le 14 octobre 1974 à cause d'un cas d'esprit frappeur dans une maison du village. Et je me rends compte qu'à l'époque, il y avait beaucoup de reportages sur des petites maisons hantées comme ça en campagne. Dans ce cas précis, si certains villageois sont convaincus que le mal règne, le présentateur l'est un peu moins. C'est quand même drôle. C'est, en somme, grâce à la Somme, que nous avons nos premiers cimetières hantés de cette vidéo. Il y en a un qui se trouve dans la commune de Bourdon, où il y aurait une dame blanche, et l'autre dans celle de Cambron. D'ailleurs, à Cambron, à l'époque de l'Ancien Régime, il arrivait aux habitants de la ville d'être interpellés par le fantôme du presbytère. Peut-être qu'il est toujours dans les parages, qui sait. Vous voyez ce rocher dans le Tarn? Il ressemble à une oie, on est d'accord. Mais si, il ressemble à une oie. Regardez, là il y a le corps, là le cou et la tête. Bon, ce rocher ressemble à une oie décapitée. Et ce ne serait pas un hasard. Il y a très longtemps, un sorcier élevait une oie qui avait le droit de sortir de son enclos pour aller couver son œuf à côté de Crémocelle, si et uniquement si elle rentrait avant l'aube. Évidemment, un jour elle a été à la bourre et il l'a transformée en pierre. Le Tarn-et-Garonne. Je vous cache pas que j'ai galéré à trouver des histoires paranormales. Je me suis donc promené sur Google Maps à la recherche de, je sais pas, quelque chose qui pourrait sonner un peu étrange et mystérieux. Et je suis tombé sur la cascade pétrifiante. Bingo, est-ce qu'on s'amuse? Les alentours de la cascade auraient été hantés par un dragon. Un chevalier a mis fin à sa terreur en le terrassant. Et en l'honneur de cette victoire, les habitants ont construit le sanctuaire de Notre-Dame de Livron à l'endroit même où le dragon est mort. S'il y a bien une affaire qui divise sceptiques et croyants, c'est la soucoupe volante de Trans en Provence. En 1981, après qu'un homme ait affirmé avoir vu une soucoupe, on a trouvé non seulement une marque circulaire à l'endroit où l'engin aurait décollé, mais aussi des traces de métaux. Sans compter que le sol aurait été chauffé jusqu'à 600 degrés. Pour certains, ce sont de simples traces de pneus, pour d'autres, la preuve que les Martiens nous ont rendu visite. Pour le Vaucluse, Purple Velvet m'a fait découvrir la grotte de Baume-Ségur, qui se trouve à Ménherbe. Elle et ses environs seraient hantés par 2 frères. L'un, qui était un bandit, s'est caché dans la grotte, mais il a été dénoncé par son propre frère. Ce dernier a été pris de remords, et pour arranger la situation, a préféré mettre fin à leur jour. Depuis, les frangins hantent les lieux et pousseraient dans le vide quiconque s'approche trop près du précipice. Pour écrire Barbe Bleue, Charles Perrault se serait en partie inspiré d'un seigneur et serial killer du XVe siècle, Gilles de Rais. Il était principalement connu pour s'en prendre à de jeunes, voire très jeunes garçons. Aujourd'hui, on dit que les âmes de ses enfants errent toujours dans les ruines de son château de Tiffauges, en Vendée.
Les gens originaires de la Vienne ne m'ont pas laissé le choix. Je dois vous parler du très célèbre château de Fougeray. Comme celui de Vos, il est l'un des châteaux les plus hantés de France. Beaucoup de touristes s'y rendent, plein de médias en parlent, et la série Jusqu'à l'aube sur Netflix y a même tourné un épisode. Pas moins d'une dizaine de fantômes déambuleraient à Fougeray. Parmi eux, un chevalier, une ancienne nounou, ou encore une jeune fille décédée de maladie. Alors que dans les Hauts-de-Seine, en 2022, à Fontenay-aux-Roses, un immeuble tout entier a dû être exorcisé à la demande des habitants. Certains ont même demandé à être relogés d'urgence. Si vous en savez un peu plus sur cette histoire, n'hésitez pas à le dire en commentaire, c'est assez surprenant. Il fut un temps où la forêt de Bondy recouvrait une énorme partie de l'actuelle Seine-Saint-Denis. Maintenant, c'est beaucoup plus petit. Et ben, d'après une légende rapportée par cet article, le diable y cachait ses trésors. Si un passant le croisait, il y avait 3 options. Numéro 1, il lui parle en ne le reconnaissant pas et meurt dans la semaine. Numéro 2, il lui vole son trésor et meurt dans le mois. Numéro 3, il se barre. Il court, il fuit et il meurt dans l'année. Il n'y a vraiment aucune bonne option. Faut juste pas le croiser en fait. Pour le Val-de-Marne, je suis tombé sur le post d'un gars sur un forum du paranormal qui dit que sous l'abbaye de Saint-Maur-des-Fossés, il y aurait des tunnels. Tunnels qui, selon la légende, s'étendraient jusqu'à Chenevière. Et en 2016, pendant des travaux à Chenevière justement, on a trouvé de mystérieuses cavités. Alors, coïncidence ou preuve de l'existence de ces tunnels terrifiants? On ne saura probablement jamais, puisque tout a été rempli de béton pour des raisons de sécurité. Le 26 novembre 1979, Franck disparaît à Cergy, dans le Val d'Oise. Tout le monde se met à chercher Franck. Et il finit par réapparaître une semaine plus tard, tranquille, en expliquant ouais bah non mais j'ai juste été enlevé par des extraterrestres. Forcément, ça a fait beaucoup parler à l'époque. Il est même passé dans Temps X, l'émission culte des frères Bogdanov. Je fais pas durer le suspense. 3 ans plus tard, il a fini par avouer que tout était faux. Mais pour autant, certains habitants, eux, maintiennent que cette soirée-là, il y a bien eu quelque chose dans le ciel. À l'est de l'île de la Guadeloupe se trouve l'habitation Zévalos. C'est une ancienne usine sucrière construite au 19e siècle qui, selon les riverains, serait hantée. Et à ce que je peux lire ici et là, il y a beaucoup d'histoires étranges qui entourent cet endroit. Certains disent avoir entendu des hurlements ou des bruits de chaînes métalliques. Au fond de cette allée, au cœur de la Martinique, on peut apercevoir un bâtiment assez surprenant, le château Aubéry. Dans les années 40, la famille Aubéry a quitté précipitamment les lieux après la mort du patriarche Eugène, un homme aux activités illégales, disons. Certains avancent donc des raisons financières, d'autres des phénomènes paranormaux. Depuis, la maison est comme maudite. Les propriétaires n'y font jamais long feu et elle est laissée à l'abandon. Certains témoignages disent que c'est l'esprit tourmenté d'Eugène qui se trouve là-bas. Pour ma Guyane natale, les îles du Salut, obligé. Elles se situent à plus d'une dizaine de kilomètres au large de Kourou et sont en fait 3 îlots qui ont été transformés en bagnes au 19e siècle. Parmi les 70 000 détenus qui sont passés par là, il y en a des célèbres, Papillon, Alfred Dreyfus, etc. Et certains pensent que les fantômes de bagnards morts sur place errent au milieu des vestiges. Ce qui est sûr, c'est que la pire des 3 îles que peu de détenus ont fréquenté finalement s'appelle l'île du Diable. Et t'as pas le droit d'y aller en tant que touriste. À La Réunion, au cœur du piton de la Fournaise, reposerait Madame Desbassins, une ancienne esclavagiste. Elle y aurait atterri après qu'un cyclone ait brisé la dalle de sa sépulture, livrant ainsi son âme au diable qui l'emmena dans le piton. Aux abords du volcan, on peut même trouver ses cheveux. Du moins, c'est comme ça que sont surnommées ces drôles de formations de roches volcaniques. Et d'après ce commentaire, elle kidnapperait les enfants trop curieux et les emmènerait avec elle dans le volcan. De l'autre côté de Madagascar, Mayotte. Au nord-ouest de l'île se trouve ce qu'on appelle le plateau d'Ansiraka-Boara. Selon une tradition orale, il serait hanté par des esprits. Depuis 2006, des fouilles archéologiques sont organisées ici et ont permis de mettre au jour une nécropole qui date du XIIe siècle. Ceci explique cela. Saint-Pierre-et-Miquelon vit sous une menace. La menace de la cigouine des mers. Une sorte de poisson-scie qui découpe des bateaux en deux. Elle œuvre dans le golfe du Saint-Laurent et me donne une raison de plus de ne pas monter sur un bateau sur l'océan. Si
Si on se rend au nord-ouest de l'île de Saint-Barthélemy, on tombe sur le village de Flamand. Et ici, plusieurs phénomènes étranges ont été observés. Outre le fantôme d'une femme qui pleure son amour perdu sur la plage, certains témoignages rapportent que d'étranges lumières sont parfois visibles au-dessus de l'océan. Il s'agirait de signes envoyés par des âmes perdues en mer. On a évoqué pas mal de dames blanches tout au long de la vidéo, mais si vous voulez en voir beaucoup d'un seul coup, c'est simple, il faut se rendre à Saint-Martin. Plus précisément, dans la région des Terres Basses. Apparemment, cette région en est constellée. En plus, elles ont la réputation d'être bienveillantes et d'apparaître les soirs de pleine lune. Ça change un petit peu. Certains îlots de Wallis et Futuna ont été créés par des esprits. L'un d'entre eux, du nom de Moukele, a été surpris par d'autres esprits en train de transporter des pierres qu'il chouerait. Dans sa panique, hop là, il les a jetées et elles sont devenues les deux gros îlots là que vous voyez, Luaniva et Fugalei. Et le tout petit îlot Tekaviki là juste à côté correspond au bâton qu'il utilisait pour effectuer sa besogne. Vers les années 50, un accident tragique a eu lieu à Papeete, sur l'île de Tahiti. Un truck, une espèce de bus typique de l'époque, est tombé à l'eau en emportant avec lui tous ses passagers. Et malheureusement, il n'y a eu aucun survivant. Depuis, il arrive aux locaux d'apercevoir un truck fantôme sillonner les routes de la commune, avec à bord des gens qui chantent, qui dansent et qui sentent bon. C'est dans les textes. Dernier arrêt pour aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie. Regardez-moi cette vue, sérieux. Et si on se retourne juste ici, on tombe sur cette énorme poule en forme de rocher qui s'appelle la poule couveuse de Yingen. Yingen étant le nom de la commune qui se trouve juste en face. On raconte que cette poule colossale aurait jailli des eaux afin d'aider les habitants. Pour ça, elle a pondu des œufs géants qui ont attiré beaucoup de poissons. On discute pas avec les légendes, les gars. En tout cas, c'est ici que s'achève notre tour de France. Messieurs, dames, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci encore pour toutes vos propositions en commentaire, ça m'a beaucoup aidé. Et si jamais il y a des thèmes que vous aimeriez que j'aborde concernant la France, un truc que je peux vous faire découvrir pour chaque département français, n'hésitez pas à balancer l'idée en commentaire. Évidemment, on remercie CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé la vidéo. N'oubliez pas de cliquer directement là sur le lien en description. Je vous rappelle, ça vous permet de bénéficier de 83% de réduction et de 4 mois offerts, garantie, satisfait ou remboursé sous 45 jours. Ça protège votre vie privée, ça vous fait faire des économies, ça vous donne accès à des contenus exclusifs. Donc foncez, nous on se retrouve dans 2 semaines pour la dernière vidéo de l'année. En attendant, passez un bon dimanche les gars. Salut Internet.